Actu, vous y êtes et nous y sommes. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi 29 octobre 2018 et ce matin pour le décryptage des sujets d'actualité dans le pays et ailleurs, c'est avec le deuxième porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Il s'agit de Maître Raphaël Pandé Adjari. Maître Raphaël Pandé Adjari, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim, et bonjour à tout le personnel de la radio Victoire FM. Et je salue toutes vos auditrices et tous vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré cette petite pluie fine qui va sur la capitale. Alors, maître, vous êtes le deuxième porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Comment se porte le Front? Le Front citoyen Togo Debout se porte bien. Le Front s'est engagé pour être une force de proposition aux côtés des populations pour une sortie pacifique et durable de la crise togolaise. Et le Front ne ménagera pas d'efforts. Je suis sûr que tous sont convaincus et nous tenons des réunions, je vois comment les gens sont convaincus, comment les gens sont déterminés à travailler avec tous les acteurs, à être du côté du peuple, à se mettre au-dessus de la mêlée et à voir l'intérêt du peuple. Et s'agissant de cet intérêt, le Front pense que nous sommes arrivés à un moment, à un tournant décisif de notre histoire et que tous les Togolais doivent s'engager, se faire une conscience patriotique. Tous les Togolais doivent s'éveiller, y compris ceux des hameaux les plus reculés, parce qu'en réalité, ceux qui font cette lutte, si vous regardez bien, ils pouvaient se dire à un moment que, bon, mais je crois que, qu'est-ce que j'ai à foutre? Je peux rester chez moi, dans mon cabinet, recevoir mes petits dossiers, rester dans mon centre de santé, dans mon bureau, recevoir les malades, les traiter à la fin du mois, obtenir mon salaire, rester à l'université et enseigner, dispenser des cours aux étudiants et à la fin obtenir mon salaire. Et donc, ça me suffit. Mais si des gens se sont dépassés et à un moment donné se sont sentis concernés par les problèmes, la gestion, la gouvernance de notre pays, c'est que ils se sont dit que il ne faut pas s'évader, s'échapper de la misère commune. Cette misère commune a fait mal à tant de générations togolaises et qu'il faut à un moment donné s'engager pour pouvoir trouver une solution à la crise togolaise. Parce que la crise togolaise, c'est vrai qu'elle s'est exacerbée en août 2017, mais c'est une crise que nous vivons depuis les années 90. Et le Togo ne fait que survivre, les Togolais survivent aux crises. Et une fois pour toutes, il faut mettre fin à ces crises. Et je crois que le Front citoyen Togo Debout s'est assigné cette mission. Elle le fait avec tel engagement et telle volonté. Elle le fait revêtue d'une conscience républicaine, d'une conscience patriotique. Elle le fait aussi sous la coupole du Dieu Tout-Puissant. Parce que Joachim, ce que je vais vous dire, nous qui sommes, ça c'est clair, nous qui sommes devant cette lutte, exposés à des risques, des menaces, des arrestations, des intimidations, des tracasseries policières, ce que je dis, vous savez de quoi il s'agit. À un moment donné, nous nous sommes dit que nous sommes appelés à une mission, que nous n'agissons pas en tant qu'individus qui agissons, et que Maître Pandé Adjari qui vous parle, que le professeur Dossé qui vous parle, que les membres du Front citoyen Togo Debout qui vous parlent, c'est des instruments que Dieu utilise. Ce n'est pas des gens qui sont venus pour un business, c'est des gens qui sont venus par conviction et par conscience. Et tout simplement, voués à cette mission et appelés à cette... guidés par cette conviction, appelés à cette mission, je crois que... Autrement dit, oui, vous ne succombez pas, ou bien vous n'êtes pas pris dans la nasse de la corruption parfois? Non.
si on était pris dans la nasse de la corruption, croyez qu'on ne serait pas ici aujourd'hui, on continue par parler. Ça, c'est clair. Alors, parce qu'on ne peut pas vouloir combattre un mal et tomber dans ce même mal. Nous combattons la corruption, la gabegie. C'est fort de cette corruption que notre pays est dans ce qu'il est. C'est fort de cette corruption qu'un proviseur du lycée peut appeler ou demander à un mineur ou un directeur de CEG peut demander à un mineur d'aller se faire recenser. Oui, alors, Maître Raphaël Kandé Adjari. Voilà. Que répondez-vous à cette déclaration du ministre Gilbert Bawara au regard de ce que vous venez de dire, que vous constituez une aile marchande de la coalition? C'est pas la première fois que le ministre Bawara le dit. Le ministre Bawara l'avait dit, je crois, sur un média de la place, que les membres du Front Citoyen Togo Debout sont encartés au sein des partis membres de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Et je crois que j'avais répondu qu'en réalité aujourd'hui, pour nous, c'est comme si c'était de l'eau jetée sur le dos d'un canard. Nous passons, tout simplement parce que nous sommes en harmonie avec notre conscience. Ce qui est mal dans cette histoire, c'est, je comprends un peu ce que vous voulez dire, que Maître Kandé Adjari est passé du collectif Sauvons le Togo et aujourd'hui au Front Citoyen Togo. En passant par Front Togo. Mais dites-moi, Joachim, est-ce que Maître Kandé Adjari a changé de position? La position que Maître Kandé Adjari soutenait dans le collectif Sauvons le Togo, la position qu'il soutenait dans le Front Togo devant la CENI, en demandant qu'on ne peut pas aller aux élections sans la réforme. En 2015. La position que Maître Kandé Adjari soutient aujourd'hui auprès du professeur David Doss et d'autres collègues, en disant que les Togolais ne sont pas sortis en août 2017 pour demander les élections. Et qu'aucune élection ne peut être possible au Togo sans les réformes du cadre électoral, sans les réformes institutionnelles, sans les réformes constitutionnelles. Est-ce que Maître Kandé Adjari a varié dans ses positions? Maître Kandé Adjari n'a pas varié dans ses positions. Et qu'on me dise que, puisqu'il y a eu changement de structure formelle, il y a une inconscience dans la démarche de Maître Kandé Adjari, mais je concède. Mais Maître Kandé Adjari passe. Il passe tous ses dires et il sait qu'il est en harmonie avec sa conscience. Il sait qu'il est du côté des peuples. Il ne se trompe pas. Et il sait que là, même ceux qui font cette déclaration, ils le savent en leur âme et conscience que ce que le Front Citoyen Togo Debout dit, c'est ça qu'il faut aux Togolais. Oui, mais et tout porte à croire que vous partagez tout le temps toutes les convictions ou toutes les idéologies de la coalition. Ce n'est pas la coalition qui nous a créés. Si le Front Citoyen Togo Debout a réfléchi et a décidé de se mettre sur les fonds baptismaux en septembre 2017, mais ce qui me fait un peu mal, vous voyez le professeur Doucet, vous voyez le professeur Walla, vous voyez, je ne parle pas de moi-même, toutes les personnalités qui sont au niveau du Front Citoyen Togo Debout, Agouzou Ricardo et d'autres professeurs d'université, monsieur Clouviacet, monsieur Folikoué Roger, professeur d'université, madame Marie Kouachi, vous pensez que ces gens puissent être aussi niais et vraiment irréfléchis que pour se faire instrumentaliser par des partis politiques? C'est ce que vous croyez? Et c'est ce que le ministre Bawara croit? C'est ce que d'autres personnes peuvent croire? Non, tout simplement parce que ce que nous disons n'arrange pas justement le gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement fait tout pour... vous avez vu leur déclaration? Le gouvernement a balayé de revers de main tout ce que les organisations de défense des droits de l'homme disent au Togo. Ils ont balayé du revers de main. Ça voudrait dire qu'au Togo, il n'y a pas d'organisation de défense des droits de l'homme ou d'organisation de la société civile crédible? Non. C'est au Togo. Je voudrais en appeler aux citoyens, aux Togolais. C'est justement dans notre pays que tel genre de choses peuvent se passer. En 2005, lorsqu'on avait besoin de donner une base, une légitimité à l'APG qui a été signée,
le gouvernement a coopté 2 organisations de la société civile, le GF2D et le REFAMP. Donc pour signer et endosser des accords, on coopte des organisations de la société civile. Maintenant, quand les organisations de la société civile plaident pour la mise en œuvre des réformes de ces accords, le gouvernement trouve pour dire que ce sont des organisations de la société civile qui sont des béquilles de l'opposition. Ce n'est que dommage. Le livre blanc du gouvernement, le gouvernement a souhaité des organisations de la société civile engagées et responsables. Une organisation de la société civile engagée, c'est quoi? C'est celui qui fait le béni oui au gouvernement. C'est celui qui dit que les groupes d'autodéfense qui sortent dans les rues et qui s'en prennent vertement aux citoyens, eh bien, il faut passer, c'est bien. C'est celui qui regarde des gens venir à domicile, embasiller les responsables, les frapper, les passer à tabac. À Tchamba, comme nous avons vu ce responsable local du PNP qui a été ensanglanté. Non, moi je ne pense pas. Justement, Maître Raphaël Mandiadjari, autrement dit, vous défendez des options allant dans le centre du peuple et vous ne considérez pas des appendices à l'opposition. Je crois que on ne doit pas faire polémique. Voilà. Alors, c'est clair. Je voudrais terminer. J'en appelais à la population togolaise. Quand le mouvement Y'en a marre est sorti au Sénégal, personne ne peut nier aujourd'hui que c'est le mouvement Y'en a marre qui a fait partie WAD. Personne ne peut le nier. D'accord. Mais le peuple sénégalais n'a pas dit que le mouvement Y'en a marre faisait la politique. Quand le mouvement Balai Citoyen s'est levé au Burkina Faso et qui a fait partir Blaise Compaoré, le peuple burkinabé n'a pas dit que cette organisation, cette fêtière des organisations des mouvements de la société civile faisait de la politique. C'est au Togo. Et c'est votre vision au Front Citoyen Togo Debout? Le Front Citoyen Togo Debout a une vision simple. Laquelle? Qu'après 50 ans, où un régime a essayé de régenter la vie sociopolitique de ce pays, et que nous nous sommes retrouvés dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec cette crise qui va de rebondissement en rebondissement, je crois qu'il ne suffit pas de décréter le multipartisme. Ce que le Front Citoyen Togo Debout pense, c'est que le Togo a payé le lourd tribut pour le processus de démocratisation au Togo. Et que si ce processus de démocratisation n'a pas encore connu son achèvement, c'est parce que justement il n'y a pas d'alternance politique. Et le Front Citoyen Togo Debout, comme tout parti politique digne de ce nom, pense que aussi longtemps que l'alternance politique n'adviendra pas dans ce pays, je crois que la crise irait de rebondissement. Alors, vous voudrez constituer l'alternative pour aller à cette alternance? Proposer. D'accord. C'est une forme de proposition. Alors, et je dis que celui qui dit qu'il faut faire des réformes, pourquoi le régime ne veut pas aller aux réformes? Réformes, on va en parler tout de suite. Alors, Maître fait. Raphaël Mandiadjari, les populations, disons les habitants de Sokodé, ont de la peine à dormir ces derniers temps. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce nouveau réveil des vieux démons? Oui. Je m'explique. Oui. Très bien, on l'a dit, on l'a vu récemment, c'est le siège du PNP à Sokodé, juste à côté du stade, qui a été repeint, s'il faut le dire ainsi, en une autre couleur que le rouge vif qu'on connaît bien de ce parti. Maintenant, le vendredi dernier, dans la nuit au samedi, c'est le siège de UNIR qui a été incendié. Et hier, vraiment des courses-poursuites, des bastonnades et des gaz lacrymogènes et d'autres langues sur place au téléphone disent quand même que ce que nous avons entendu s'apparente à des tirs à armes à feu. Finalement, qu'est-ce qui se passe avec cette ville au juste? Bon, vous voyez, moi je crois que le gouvernement est dans sa logique. Et il faut que les Togolais se réveillent vite. Il faut que la communauté internationale se réveille vite. Parce que cette CEDEAO qui est actuellement sur le territoire et qui invite à des rencontres et qui les reporte, je crois que la CEDEAO ne viendra pas ici après, comme ce qui s'est passé en 2005, nous dire de régler des problèmes par voie de négociation, alors que cette CEDEAO est impliquée dans la résolution de la crise togolaise. Je crois qu'il faut savoir arrêter le mal lorsqu'il est temps. Le problème togolais est su. La CEDEAO ne s'implique pas autant que vous voulez. Je crois que la CEDEAO, dans la résolution de cette crise, a commis 2 erreurs graves et que je qualifie de monumentales. Et si la CEDEAO ne se ravise pas, ce serait grave.
Quelles sont ces erreurs? La première erreur, c'est que la CEDEAO prescrive des élections aux Togolais, alors que les Togolais ne sont pas sortis pour demander les élections. Les Togolais sont sortis en août 2017 pour revendiquer les réformes. Et les élections ne peuvent être que l'aboutissement normal. Les élections ne peuvent être que la conséquence des réformes. Oui, Et mais quand même, vous pensez que les 15 chefs d'État, ou disons les 14 chefs d'État avec toutes les délégations qui les accompagnent, vous pensez que ce serait fortuit pour eux de donner cette date indicative? Oui, si vous dites date indicative, j'accepte. Mais que fait le gouvernement aujourd'hui? Le gouvernement a fait une fixation sur cette date. Le gouvernement conduit à pas de charge les Togolais vers des élections. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je dis que normalement, la CEDEAO, quand la CEDEAO est venue, les Togolais veulent des réformes. Ces réformes ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'APG, c'est la CEDEAO, à travers la voix du président de la commission de la CEDEAO, à l'époque, Ibn Chambas, après le carnage de 2005, qui a demandé aux partis politiques de l'opposition de chercher à asseoir leurs revendications par voie légale et par voie de négociation. Par voie de négociation, on a signé l'APG. L'APG a prescrit des réformes, y compris le découpage, y compris les réformes électorales, y compris la constitution, y compris le mode de scrutin. La CGJR a été une suite de l'APG. Le président de la République, vous avez parlé des vieux démons tout à l'heure. Le président de la République, en recevant le premier volume du rapport de la CVJR en 2012, a dit ceci, que c'est avec courage que nous devons lire une à une ou une après l'autre les pages controversées de notre histoire. Sinon, on risque de retourner au vieux démon. Donc, les pages de la CVJR prescrivaient quoi? Les pages de la CVJR prescrivaient la mise en œuvre des réformes. Et ces réformes, au point 5 des recommandations, la CVJR recommandait de mettre sur pied, de faire des réformes, mettant sur pied les conditions pour une alternance politique. La CVJR avait recommandé le retour à la formule originelle de l'article 59 de notre Constitution, portant la limitation du mandat présidentiel. Le chef de l'État sait donc désormais que si on ne fait pas les réformes et on tente d'organiser des élections, eh bien, on risque de retourner au vieux démon. Le chef de l'État lui-même, il l'a dit. Et donc, je ne comprends pas pourquoi la CEDEAO ne peut pas savoir que le problème togolais n'est pas un problème électoral. Le problème togolais n'est pas un problème électoral. Sinon, après la crise en 2005, on a fait les élections en 2007. On a fait les élections en 2010, en 2013 et en 2015. Mais, justement, en 2015, nous étions au niveau du collectif Sauvons le Togo, une partie, parce que le collectif Sauvons le Togo commençait par avoir des problèmes, et au niveau du Front Tchobwe, nous avons dit que les élections présidentielles de 2015 ne seront pas la solution au problème togolais. Comme nous le disons aujourd'hui. Avec Maître Salifou Tchadam à l'époque. Et avec Nicodème Habia et d'autres encore, comme Acholi. Nous le disons, nous le martelons, que les élections du 20 décembre ne constitueront pas la solution au problème togolais. Ça, c'est une erreur de la CEDEAO. Oui, mais la seconde erreur, oui, la deuxième erreur de la CEDEAO, on va en parler, mais quand même le gouvernement rassure que les élections vont se dérouler dans de bonnes conditions et les réformes seront faites avant la tenue. Quand le gouvernement dit que les élections vont se dérouler dans de bonnes conditions, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faut des institutions pour organiser ces élections. Et que ces élections se déroulent de manière transparente, du moins ce qu'on peut dire juridiquement. Le 23 septembre, je crois septembre 2018, je crois qu'il y a eu un relevé de conclusion. Parce que la CEDEAO a recommandé dans sa feuille de route que le processus électoral soit renforcé. Et avec une CENI inclusive. Aujourd'hui, la CENI qui organise les élections, cette CENI est composée de combien de personnes? Et cette CENI, le démarrage même de la période du recensement a commencé quand? C'est le 1er octobre. Alors que le 23 septembre, on avait demandé que la CENI, normalement depuis le 23 septembre, Joachim, je dis que la CENI n'existe pas. Depuis cette date, la CENI n'existe pas légalement. Pourquoi? Pourquoi dites-vous que... Tout simplement parce qu'en réalité, il y a d'abord la CENI qui a prêté serment en octobre 2017. Cette CENI
ne regroupait pas tous les membres. Mais il y avait quand même 13 membres. 13 membres sur Oui. 17, en réalité, ce n'est pas suffisant. Ok, même s'ils ont prêté serment. Vous savez, le code électoral est fait en sorte que, normalement, lorsque vous voulez avoir une CENI, que cette CENI soit composée des 17 membres. Au regard des articles 12 Oui. et 14 du code électoral, vous allez voir que la CENI, on parle d'une composition de 17 membres. Oui. Donc, je vous lis par exemple. Et il y avait 13. Il y avait 13. Il restait Donc, seulement 4 postes. voilà. À Maintenant, occuper. les 4 postes à occuper, vous allez voir un peu ce que disent les articles 15 et 16. Moi, je ne parle pas aujourd'hui du renouvellement de la CENI. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une CENI qui doit exister, faire poser des actes qui relèvent de sa compétence avant que d'arriver De manière légale et de légitime. manière légale et légitime, avant que d'arriver au terme de son mandat pour qu'on puisse renouveler cette CENI. Mais cette CENI qui est arrivée à terme, qui devrait être renouvelée, cette CENI n'existe pas. Elle n'existe pas tout simplement parce qu'il ne faut pas confondre le fait qu'on dise que, au niveau de l'article 36 du code électoral, qu'on dise que lorsqu'il y a 9 membres sur les 17, Oui. eh bien, la CENI peut siéger. La CENI peut valablement délibérer. La loi dit 9 membres sur 17. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'il faut que les 17 membres existent. La loi ne dit pas qu'il faut l'existence de 9 membres. Ça voudrait dire que... Donc, autrement dit, 9 sur 17. 9 sur 17. Et donc... Mais on a 13. Non, mais moi je Donc, parle de 9. parce les que- 17 doivent être au complet. au à votre complet. entendement. Les fixations se font sur le chiffre 9. Ils disent que non, l'article 36 dit qu'il faut 9 pour que la CENI siège valablement. La loi dit il faut 17. Maintenant, pour éviter ce qu'on appelle en droit la minorité de blocage, c'est pourquoi l'article 36 a dit que si sur les 17, 9 sont présents, eh bien, on peut valablement délibérer. Le quorum est atteint. Le quorum est atteint. Donc, il ne faut pas confondre le nombre qui constitue le quorum pour prendre des décisions au nombre que la CENI doit avoir pour exister. Maintenant, Donc, je à vous votre dis- entendement, les 13 qui constituent la CENI aujourd'hui, donc la CENI en réalité n'existe pas. il n'y a pas une existence légale. La CENI n'a pas une existence légale. Je vous lis, prenons le temps de scruter les dispositions des articles 15 et 16. Oui, allez-y. L'article 15 dit, en cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif d'un membre, il est pourvu sans délai à son remplacement suivant la procédure prévue à l'article 14. C'est-à-dire, voilà. En période de vacances de l'Assemblée nationale, le remplacement se fait exceptionnellement par la CENI sur désignation par le parti politique ou l'organisation auquel appartient le membre. Le nouvel membre prête serment et entre en fonction. Ça voudrait dire que, par exemple, la loi ici prévoit, puisque le membre désigné doit prêter serment devant l'Assemblée nationale, on prévoit le cas où l'Assemblée nationale est même en vacances. Même si l'Assemblée nationale est en vacances, il prête serment devant La Cour constitutionnelle, constitutionnelle, donc- mais il doit être validé d'abord par l'Assemblée nationale. même si l'Assemblée nationale est en vacances, Oui. le membre ne peut pas être validé, vous prêtez serment devant la Cour constitutionnelle et vous prenez fonction. C'est ce que la loi dit. Pourquoi la loi le dit? La loi le dit pour faire en sorte que, en réalité, la CENI ne soit pas amputée de ses membres, d'un de ses membres. L'article 16 dit ceci. La non-désignation de son ou de ses représentants par le parti politique ou l'organisation visée à l'article 12 équivaut à une renonciation constatée par la CENI. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle, sur saisine de la CENI, prend les dispositions pour pourvoir au remplacement de ce membre défaillant. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si vous lisez l'esprit et la lettre des articles 15 et 16, c'est tout juste pour vous dire que la CENI ne peut pas fonctionner à moins de 17 membres. Elle ne peut pas fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner parce que tout est fait. Tout est fait. Au-delà même de l'article 15, l'article 16 vient pour dire que lorsqu'on demande à un parti politique ou à un représentant
à une organisation d'envoyer son représentant au sein de la CENI, Oui. et que l'organisation, le parti politique ne veut pas le faire, cela équivaut à ce qu'on appelle une renonciation. Oui, une renonciation. Pourquoi Et maintenant, on dans fait le cas appel? d'espèce, est-ce qu'on n'avait pas fait appel à tous les partis d'envoyer leurs représentants? Ils ont fait, ils ont refusé peut-être. On a fait appel. Oui. Ils ont donc renoncé. Mhm. Mais qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a fait? Donc la Parce Cour constitutionnelle devrait s'auto-saisir, ou bien c'est la CENI qui devrait saisir la Cour? C'est la CENI qui doit saisir. Selon l'article que vous aviez lu. Exactement. Mais pourquoi ils n'ont pas saisi la Cour constitutionnelle? Parce que, en réalité, la Cour constitutionnelle, je dis même que la Cour constitutionnelle pouvait s'auto-saisir. Pourquoi? Parce que l'article 99 de notre Constitution dit que la Cour constitutionnelle est garant du bon fonctionnement Des institutions. du fonctionnement régulier des institutions. Ça voudrait dire que si la Cour constitutionnelle n'est pas intervenue ici pour veiller à ce fonctionnement, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la CENI fonctionne de manière irrégulière. C'est ce que ça veut dire. Parce que tout Donc est fait. là, normalement, les 17 membres devraient être Les au 17 complet. membres devaient être là. S'il doit y avoir une absence, l'absence sera que, bon, peut-être aujourd'hui le membre a démissionné, ou bien le parti politique ou l'organisation a renoncé d'envoyer son membre. Et la que- CENI prend acte et envoie voilà. et saisit la Cour constitutionnelle. Aussitôt, on remplace. on remplace. Et donc, je dis que la CENI, au regard des articles 12, 14, 15 et 16 du Code électoral, cette CENI aujourd'hui est illégale. Et Oui, par mais quand conséquent, même, les membres du gouvernement, au cours de la conférence de presse, la dernière fois, disaient clairement que la CENI travaille légalement et légitimement. Mais- Le ministre Mayadoua Boukessi l'a dit. Le ministre Bara l'a martelé, disons. pourquoi vous voulez prendre la parole des membres du gouvernement comme parole de l'ange? Qu'est-ce que tu veux Alors que même les les membres- tests... Les tests disent le contraire. Au fait, si le gouvernement ou la CENI, d'abord la CENI, cette CENI n'est pas indépendante, tout le monde le sait, et que c'est le gouvernement qui dit tout ce que la CENI est en train de faire aujourd'hui. Ça, personne ne peut le démentir. Maintenant, pourquoi la Cour constitutionnelle n'est pas intervenue? Pourquoi Oui, la CENI n'a oui. pas saisi la Cour Pourquoi la Cour constitutionnelle est restée C'est- silencieuse par rapport à C'est cette tout affaire? simplement que ceux qui sont là-bas, les actes qu'ils posent, ça va dans le sens de ce que le gouvernement veut. C'est tout simplement ça. Parce qu'en réalité... Et donc, c'est ça qui doit pousser la Cour constitutionnelle aussi à rester muette vis-à-vis de ce qui se passe, qui constitue une anormalité au niveau de l'institution. Elle est restée muette. Vous allez voir que même la Cour constitutionnelle, ce qui ne l'arrange pas, c'est pour cela que nous parlons des réformes institutionnelles. Parce que nous n'avons pas des institutions justes. À une époque, dans ce pays, la Cour constitutionnelle a débarqué les députés de l'Assemblée nationale. Et quelle est la deuxième erreur de la CEDEAO, maître Raphaël, je dans finis la rapidement. résolution de la crise Je finis souveraine? rapidement Et avec avant la CENI. de revenir, D'accord. on va marquer la pause. Merci beaucoup, Joël. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Retour en studio avec notre invité, maître Raphaël Pandé Adjaré. Vous êtes en direct, bien sûr, sur Victoire FM, la 96.3, également reçu sur le www.radiovictoire.fm ou carrément dans Google Play Store, vous tapez Radio Victoire et vous téléchargez l'application et puis vous nous suivez en direct et tout bonnement et calmement. Maître Raphaël Pandé Adjaré, nous parlions tout à l'heure de la CENI et vous évoquiez que le chiffre, ou disons le nombre, les 13 membres de la CENI ne font pas affaire alors que le quorum, je le disais tout à l'heure, et j'ai atteint, la CENI travaille légitimement et légalement selon le gouvernement. Oui, comme je l'ai dit, c'est le gouvernement qui peut le dire. Mais vous savez, le législateur n'est pas idiot. Quand le législateur prévoit un nombre, c'est parce qu'il sait que c'est le nombre qui peut faire en qualité de travail. On va passer rapidement ce point. Mais prenez tout simplement le nouveau règlement intérieur de la CENI, qui a été signé par l'actuel président de la CENI. Et quand vous prenez ce règlement intérieur, essayez de jeter un coup d'œil sur les attributions et fonctionnement des sous-commissions de la CENI. La CENI a 5 sous-commissions. Et en tant que commissaire, vous devez vous inscrire au moins dans 2 commissions, dans 2 sous-commissions. Ça voudrait dire qu'en réalité, le travail au niveau des sous-commissions est tellement lourd. Je dis, le chantier est vaste pour que ceux qui doivent composer les sous-commissions soient au moins atteignent un minimum avant que nous puissions avoir un travail, je dirais, non bâclé. Prenez les articles 34, 35, 36 et voyez un peu, quand vous prenez l'article 35 du règlement intérieur de la CENI,
l'article 35 parle des attributions et fonctionnement de la sous-commission des finances, des affaires administratives et juridiques. Vous allez voir qu'il y a au total 15 activités. Je dis bien 15 activités. Pour cette commission. Pour cette seule sous-commission. Alors que les membres qui sont dans cette sous-commission peuvent être aussi dans une autre sous-commission. Oui. La loi... Alors là, ils seront surchargés. Voilà. Le règlement intérieur les y oblige à être dans d'autres sous-commissions. Au moins 2 sous-commissions. Vous prenez l'article 36 du règlement intérieur. Parle de la sous-commission des opérations électorales. Des opérations électorales. Cette sous-commission... Oui, cette sous-commission a combien d'activités, d'attributs? 21 activités. 21 attributions. Alors donc les membres de cette sous-commission peuvent aussi être membres d'autres sous-commissions. Et c'est la même chose pour la sous-commission chargée de la sécurité, la sous-commission... Oui, mais où est le problème, maître? Le problème, c'est que si vous n'avez pas assez de personnes dans ces sous-commissions, c'est que le travail sera bâclé. Le travail ne sera pas bien fait. Oui, mais on a déjà 13. Non. Ce qui suppose qu'au moins 2 dans chaque commission. Non, nous ne pouvons pas passer par ce raisonnement. C'est pas parce que si le législateur a prévu 17 mois, c'est parce que le législateur sait que la CENI abat un travail énorme. Oui, et que alors là, dans chaque sous-commission, on peut avoir au moins 3 commissaires. Au moins 3 commissaires. Oui. Au moins 3 commissaires. Et dans d'autres 4 ou bien... Voilà, ça dépend. pour que le travail puisse être bien fait. Mais actuellement, après le départ du NET, après le départ de OBU, après le départ du COPED, il reste, disons, 9 ou 10. C'est-à-dire que le nombre qu'il faut pour que le quorum soit atteint et que la CENI siège prenne valablement ses décisions. 9 personnes, 10 personnes peuvent abattre le travail que je vous ai dit. Non, mais c'est pas possible. Ah oui, ils ont quand même déposé la démission, mais ils sont toujours là en train de faire les affaires courantes. Non. Ils sont là. Oui. Non, mais c'est une erreur grave. C'est une erreur monumentale. Mais ça a toujours été ainsi. Non, vous savez. Dès lors qu'on nomme quelqu'un d'autre, ou disons une autre personne à votre place, vous devez continuer, tu pas gérer les affaires courantes. Vous démissionnez, mais vous continuez pas à être là. Oui. Non. Ils gèrent les affaires courantes. C'est un Togo. Nous ne sommes pas... C'est pas dans l'administration. Nous ne sommes pas au niveau de la fonction publique. Nous sommes dans une commission qui est chargée d'un travail technique. En réalité, la CENI devait faire un travail technique, un travail électoral. Oui, alors donc, maître, dès lors que ceux qui ont été désignés n'ont pas encore rejoint l'institution, ceux qui étaient là et qui ont démissionné, à titre, on dit, il y a un mot. À titre provisoire. Démission provisoire, oui, à titre conservatoire, voilà. Démission à titre conservatoire. Voilà, quelque chose comme ça. Aussi. Alors, maître Ravek Pandiadjari, ils vont vider les lieux. Vous savez, moi je crois que c'est dommage, c'est au Togo toujours. Mais qu'est-ce qui fait que les 8 membres envoyés par la C14 n'ont pas encore siégé? C'est l'UFC. C'est l'UFC qui va bloquer tout un pays. Et le gouvernement soutient aussi ce blocage. Mais la CEDEAO n'a qu'à tout simplement prendre ses responsabilités. Et quelle est la deuxième erreur de la CEDEAO? La deuxième erreur de la CEDEAO, c'est que la CEDEAO est voulu ou remis entre les mains du gouvernement la mise en œuvre de sa feuille de route. C'est-à-dire que le gouvernement, avec sa majorité, sont partis prenant au dialogue. Maintenant, pour mettre en œuvre les engagements, les discussions, les recommandations de ce dialogue, on demande au gouvernement togolais, partie prenante au dialogue, de dérouler la feuille de route de la CEDEAO. Ça va se faire comment? Ça ne peut pas se faire. Oui, mais le Togo est un pays souverain. Non, vous savez... Mais la CEDEAO viendra mettre les institutions en veilleuse et puis travailler à la place des institutions. On ne peut pas être jugé parti. Le gouvernement est en train de déceler même l'erreur de la CEDEAO. Le gouvernement est en train de dire à la CEDEAO que vous avez commis une erreur monumentale. Très monumentale. Mais moi, je suis parti à la crise. Vous avez fait des recommandations. Vous me demandez de mettre en œuvre les recommandations. Vous voulez que je mette en œuvre les recommandations de manière à ce que moi je chute? Mais c'est ce que le gouvernement est en train de dire à la CEDEAO. C'est ça. Et c'est pourquoi à l'époque, le Fonds citoyen Togo Debout avait fait une proposition qui consistait en une transition démocratique. C'est clair. Vous y tenez encore? Mais comment? On n'a pas abandonné. Le président actuel en exercice de la CEDEAO a relayé lorsque l'ambassadeur du Togo est allé remettre à ce président sa lettre de créance en mars 2017. Je crois en mars 2018.
Et je crois que le président Bouhari a été clair que dans les pays où il y a la crise, les transitions politiques ne doivent pas être négociées. Le Togo a besoin d'une transition politique. Sans transition politique, on ne peut pas sortir de cette crise. C'est ce que M. Jimon aurait aussi demandé. Oui, mais je crois que c'est un passage obligé. C'est un passage obligé, nous l'avons dit, c'est un passage obligé, c'est un chemin qui est adapté à la situation togolaise. Et je crois que les événements qui se produisent aujourd'hui à Tchamba, à Sokodé, à Kara, ou à Badou, où le procureur, même à Goué, samedi, ou en cours de période électorale, vous voyez, on n'est pas encore en campagne électorale, Joachim. C'est le recensement. On n'est pas encore en campagne électorale. On n'est pas encore au jour du vote. On n'est pas encore à la proclamation des résultats. Vous voulez me dire que les signes que nous sommes en train de voir à Tchamba, à Kara et à Sokodé sont différents des signes que le ministre Akila Bokor avait dénoncés en 2005 et qu'il a coûté aujourd'hui l'exil? Ah non, mais ce n'est pas différent. Ces signes en 2005 étaient peut-être sous-jacents, mais aujourd'hui nous voyons des signes apparents. La CEDEAO a vite fait d'arrêter ce processus et de poser, d'obliger le gouvernement à mettre en œuvre sa feuille de route, les recommandations telles qu'issues Est-ce que les discussions communautaires permettent à la CEDEAO de s'imposer ainsi dans un État souverain qui existe correctement? Mais pourquoi pas? Ah bon? Si la CEDEAO est venue pour résoudre une crise à laquelle elle n'est même pas étrangère, hein, parce que la crise aujourd'hui a ses racines dans ce qui s'est passé en 2005. Et la CEDEAO n'est pas étrangère à cette crise. Si la CEDEAO avait prescrit des élections en 2005 qui ont débouché sur un carnage, la CEDEAO va commettre la même erreur en prescrivant les élections en 2018. Alors, Maître Raphaël Pandé Adjari, nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir maintenant sur le 22 21 80 99 ou bien 92 02 80 63, mais au niveau du Front Citoyen Togo, au niveau du Front Citoyen Togo Debout, quel schéma de sortie de crise? Non. Pour le Front Citoyen Togo Debout, je crois tout simplement qu'il faut les réformes avant les élections. Joachim, on ne peut pas, ça là, je crois que on ne peut pas passer dessus. Si on ne fait pas les réformes du cadre électoral, les réformes institutionnelles, les réformes constitutionnelles, décrisper l'atmosphère politique en libérant les prisonniers politiques, en demandant aux miliciens de ne plus sortir pour s'en prendre aux populations, décrisper vraiment l'atmosphère politique, je crois qu'on ne peut pas aller aux élections. Et Joachim, on ne peut le faire que dans une période transitoire. C'est clair. Monsieur Gado, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Joachim. Oui. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Gado. Bon, franchement, le pays est vraiment amer. Il a beaucoup qui ne dit pas faire la volonté du peuple. Mais pouvez-vous nous dire qui a fait des élections dans ce pays? Franchement, mais dites qui a fait des élections dans ce pays? Mettez bonne journée. Alors, nous allons prendre le deuxième intervenant sur le 92 02 80 63. Allô? Bonjour, Joachim. Oui, bonjour, monsieur Maglo. Maître Adjari, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Tout à l'heure, vous avez bien fait de dire que la CEDEAO a commis une erreur monumentale en remettant la mise en route de la feuille de route au gouvernement, c'est vrai. Mais elle est toujours en train de commettre une autre erreur très grave, c'est de laisser perdurer cette situation. Moi, je ne crois pas à la version qui disait qu'il y a ceci, un contretemps de l'avion, tout ça là. Ça a été concocté. Nous sommes assez grands pour comprendre certains signes. Comment est-ce que tout un gouvernement faisant un projet et que à la dernière minute on avorte tout cela, moi ça me paraît fou. Donc la CEDEAO, dans mon entendement, voudrait faire le médecin après la mort. Parce que les signes sont tellement graves pour qu'elle réagisse. Jusqu'alors, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Moi, j'ai l'impression qu'elle accompagne le pouvoir jusqu'au bout. On ira aux élections, quitte à ce qu'on massacre. Vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun. Donc, je crois que ce n'est pas une question à vous poser. Il faut mener une réflexion aussi dans ce sens. Parce que moi, depuis le début, je l'accuse toujours. Elle est complice. Elle continue. Merci beaucoup, monsieur Maglo. Bonne journée. William. Oui, bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour. Oui, bonjour, maître Maglo. Maître Pandé. Bonjour, monsieur William. Bon, j'ai deux petites questions. Qui envoie les membres au niveau de la secrétaire, qui envoie la liste de ceux qui doivent
participer à la série et au niveau du Parlement. Deuxième question, il me semble que c'est un truc là de liste, si j'ai bonne mémoire, c'est un scrutin de liste. Est-ce que s'il y a une seule personne qui ne figure pas sur la liste, est-ce qu'on ne doit pas rejeter la liste ou bien on doit choisir ceux qui nous conviennent? Ou bien on rejette la liste, on change la liste, on revient encore. C'est deux petites questions. Qui envoie les membres qui doivent figurer sur la liste et au président de l'Assemblée? Merci. Merci William. Et le dernier intervenant, c'est M. Lawson. Bonjour. Roger, bonjour. Oui. Bonjour à votre invité. Bonjour, M. Lawson. Et encore une fois, bonjour, mes salutations, je dirais, les plus attestées au peuple martyr du Togo. Joachim. Oui. Je l'ai toujours dit sur votre antenne, à chaque fois que l'occasion m'est donnée, que le problème togolais n'est pas entre le pouvoir et l'opposition. C'est entre le pouvoir et le peuple souverain, y compris même le camp du peuple qui soutient mordicus par résignation le régime en place. Vous savez, vous pouvez mettre les meilleurs des tests dans les mains des gens de mauvaise foi. Ils le liront autrement. C'est pour ça, encore une fois, j'interpelle respectueusement et patriotiquement le chef de l'État. Nous ne voulons plus voir le sang de Togolais couler. Sincèrement. D'accord. Nous sommes les enfants d'un même pays. Merci beaucoup, Monsieur Lawson. Et voilà, il interpelle le chef de l'État pour que nous ne puissions plus voir le sang des Togolais couler encore. Je crois que, Joachim, moi, si j'ai aussi quelqu'un interpellé, je ne peux qu'interpeller le chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est la seule personne. Je sais que le pouvoir, ce n'est pas une personne. La présidence de la République, c'est une institution, c'est pas composé d'une personne. Mais qui est à la tête de cette institution présidentielle? Je sais que c'est le chef de l'État. À la fois à la tête de cette institution présidentielle, à la fois à la tête de l'État togolais. Et je crois que c'est lui seul qui peut d'une manière et d'une autre apaiser les Togolais. C'est lui seul qui peut leur enlever la peur, la psychose qui caractérise aujourd'hui certaines villes comme Sokodé, Kara, Tchamba, Mango, des villes où la répression policière a été sans pitié. Et si il y a eu des répressions policières sans pitié dans ces villes, c'est pour cause, c'est dans la logique. C'est parce que c'est l'origine de la contestation et donc je crois que c'est le chef de l'État. Le voyage à avorter ne surprend pas M. Maglo. Il dit la CEDEAO veut faire le médecin après la mort et elle accompagnerait selon lui le gouvernement pour aller aux élections. Dans les écrits que le Front Citoyen Togo Debout adresse aux acteurs politiques, c'est-à-dire à la C14, à UNI, à la CEDEAO, aux experts électoraux, au comité de suivi, la CEDEAO a dit ceci. Vous ne devez pas être complice de la situation togolaise. Vous devez avoir un langage clair et sincère à l'égard du régime en place, du pouvoir. Parce que, vous voyez, le Front Citoyen Togo Debout avait adressé une lettre ouverte à la communauté internationale, à l'ONU, à la CEDEAO, à l'Union africaine, et nous avons toujours des rencontres avec les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Togo. Nous leur disons que la CEDEAO joue sa crédibilité dans la crise togolaise. La CEDEAO n'est pas étrangère à cette crise au regard de ce qui s'est passé en 2005. La CEDEAO doit montrer et prouver aux Togolais le sentiment réel que les Togolais aussi appartiennent et partagent un espace communautaire qui a des règles, à savoir la charte africaine de la démocratie et de la gouvernance, le protocole de la CEDEAO. Et donc, la CEDEAO ne part pas ex nihilo pour venir résoudre. Il faut que le Togo est le seul pays de la sous-région qui ne connaît pas l'alternance. Je crois que cela n'est pas aussi et maintenant, qui a peur des élections? Non mais ceux qui ont peur des élections, quand moi je parle d'élections, je parle des élections organisées dans des conditions normales de transparence avec les standards que la communauté internationale. Voilà. Et donc, ceux qui ont peur des élections, c'est ceux qui organisent ces élections dans des conditions troubles de manière précipitée parce que ce n'est que dans ces conditions que leurs fraudes peuvent être établies. Le marché de Kara, le marché de Lomé, UTB, poste Sokodé, poste de Sokodé, affaires sociales Sokodé, des mosquées à Kara, des mosquées à Lomé, églises y compris. Alors, mettre siège du PNP, siège de UNIR à Sokodé,
tout ça là, même la cathédrale de Lomé, tout ça c'est le feu. Jusqu'à quand, maître? Je reviens à cette question, mais il y a une question qu'un auditeur a posée. Oui, qui va envoyer la liste au Parlement? Je crois que à la CENI. le relevé de conclusion du 23 septembre est clair. Quand j'ai entendu les membres du gouvernement avec leur majorité qui ont fait la conférence de presse la dernière fois, vous savez, ils ont sciemment coupé la partie qu'ils ont lue au beau milieu du paragraphe. Il a été dit concernant la recomposition de la CENI, les deux parties se félicitent. Les deux parties, c'est qui? C'est entre le gouvernement uni et la C14. Donc, si la C14 est un membre, enfin, c'est une partie prenante. Est une partie prenante. Et la C14 est composée des structures qui ont une existence légale. Si une des structures ou un responsable de cette structure envoie les noms des 8 au président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, ensuite, il a posé une autre question concernant cet aspect. Oui, vraiment. Maintenant, par rapport aux incendies, oui, à la question ici et là, depuis un bon bout de temps. Mais ce qui se passe, oui. Est-ce que Joachim, le gouvernement vous a dit un jour qu'on a pu mettre la main sur les responsables de ces incendies? En 2013, moi-même j'ai été embassier dans l'incendie du marché de Kara et de Lomé. Bon, aujourd'hui c'est horrible, les églises, les mosquées, les lieux sacrés attaqués, maintenant les sièges des partis. Finalement, on va où avec cette affaire de feu? À qui ça profite, je ne sais pas. Mais je crois que c'est des signes. C'est des signes qui voudraient dire arrêter le pays va mal. L'État a l'obligation d'assurer la sécurité de tous les citoyens vivant sur l'étendue du territoire. Et pourquoi appelez-vous les gens à manifester encore? Non, mais c'est bien clair. Nous sommes en un moment de mécontentement généralisé. Lorsqu'on est mécontent, on ne reste pas chez soi les bras croisés. Lorsqu'on est mécontent, il faut le dire. Les prisonniers politiques sont en détention. Le processus, les Togolais sont conduits à pas de charge vers un processus électoral. Le recensement avec des mineurs. Et on convoque, je dis bien, on convoque des gens qui sont opposés à ce qu'on recense. Et vous avez rempli les formalités? Mais on a adressé notre déclaration préalable. Vous allez manifester sur 3 axes. 3 axes. Le premier point de rassemblement, je crois que c'est le rond-point à Dido Gomé et c'est le 3 novembre. Douane à Dido Gomé, oui. Le 3 novembre. Le second point de rassemblement, c'est le Carrefour Pharmacie Djidjolé. Oui. Et le troisième point de rassemblement, c'est à Agouin, au niveau de la station Wando. Et le point de chute, c'est sur le terrain du lycée d'Agouin. Voilà. Tout ça là pour dire que lorsqu'on n'est pas d'accord, il faut dire non. Dire non à la situation actuelle qui est en train de nous conduire vers un lendemain vraiment incertain. Merci maître Raphaël Pandadjare d'être venu chez nous. C'est moi qui vous remercie et félicitations pour tout le travail que vous êtes en train de faire pour informer l'opinion. C'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci Coco le Parisien derrière la belle vitrine pour la mise en onde. Nous allons vous retrouver tout à l'heure avec sous la chronique de Jacob Ahama pour le journal La Neve. Et à 13h, nous serons là tout comme à 18h. Cette semaine constitue une semaine assez déterminante. C'est dans cette semaine que le mois dans lequel nous sommes va échoir. Et également, nous entamerons un nouveau mois. Que toute cette semaine soit porteuse de bonheur à toutes et à tous.